Bonjour à tous et bienvenue dans Learn to Play, votre émission gaming de la chaîne Studio Bus. L'émission d'aujourd'hui parlera d'actu chaude, comme la dernière fois, avec notamment une grosse polémique cette fois-ci qui a vu le jour du côté d'Ubisoft. Ensuite, dans la rubrique Learn to Play, on parlera d'un jeu dont la remasterisation sort aujourd'hui. Et enfin, on reviendra sur un développement chaotique d'un jeu vidéo. C'est le moins qu'on puisse dire, en fin d'émission. Et avant de nous lancer pleinement dans l'émission, laissez-moi vous présenter les chroniqueurs du jour. Le premier reviendra sur l'actualité du mois. C'est un peu notre reporter dans cette émission, c'est Thomas. Bonjour Thomas, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va parfaitement. La seconde chroniqueuse, elle, c'est une personne qui n'est pas habituée aux jeux vidéo. C'est elle qui testera un jeu culte cette fois-ci pour nous donner son avis de non-initié au monde du JV. Elle nous parlera aussi d'un film tiré d'un jeu vidéo. Cette personne, c'est toi, Romane. Comment tu vas ? Super, comme un vendredi. Ça va ? Le test du jeu, ça a été ? Je réserve la surprise pour la suite, mais on verra ça. Ça va. La dernière personne, vous l'aviez déjà vue lors du premier numéro d'L2P, c'est elle qui nous parlera d'un développement chaotique, c'est notre mère castor à nous, c'est Marina. Comment tu vas, Marina ? Ça va très bien. Pardon, ça va très bien. La gorge un peu rouée. En même temps, il fait froid dehors, hein, donc oui, je comprends. Voilà, les présentations sont faites, on est tous prêts à démarrer cette émission. Et dans un premier temps, on va faire un tour d'actualité avec Thomas. Alors Thomas, ce mois-ci, beaucoup de problèmes, beaucoup de polémiques, et notamment du côté d'Ubisoft, on en parlait. Tout à fait, on peut dire qu'Ubisoft est dans la tourmente, puisqu'on a déjà, pour commencer, un 6e report pour Skull and Bones. Ubisoft n'a pas donné de date de sortie, mais annonce une fourchette assez large de 2023-2024. Alors, il y a aussi 3 jeux qui sont annulés, qui s'ajoutent aux 4 jeux annulés précédemment. Alors la raison, c'est des difficultés économiques et plusieurs échecs commerciaux, notamment Mario et les Lapins Crétins et Just Dance 2023. Heureusement, les licences comme Assassin's Creed, Far Cry ou Rainbow Six permettent d'avoir une base stable, mais la société semble avoir du mal à se renouveler et à diversifier de nouvelles franchises. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo qui disait que Skull and Bones, en fait, je ne sais pas si vous saviez, c'est tiré d'Assassin's Creed Black Flag. C'est l'inspiration. Oui. Vu que ça a été un énorme succès, les batailles navales dans Black Flag, toute l'exploration navale, ils ont décidé d'en faire un jeu à part entière, c'est Skull and Bones. Bon, ça prend un peu de temps du coup. C'est un peu, oui. C'est peut-être un peu ambitieux pour l'industrie, mais bon, voilà, juste petite info. Voilà. Sinon, il y a un autre jeu qui devrait sortir dans pas longtemps, c'est ça ? Alors dans pas longtemps on espère, on n'a toujours pas de date de sortie, il a été lui aussi reporté un sacré nombre de fois puisqu'il a été annoncé en 2008 et c'est Beyond Good and Evil, on attend toujours la date. Ouais, ça fait 15 ans du coup qu'on attend. Oui, j'ai vu aussi qu'il y avait des problèmes au niveau de Callisto Protocol. Tout à fait, donc le jeu a eu pas mal de succès sur Steam, mais il n'est pas sans polémique, puisque après des crunchs durant le développement qui avaient déjà causé des problèmes, un nouveau souci vient d'arriver. D'après le site Games Industries, une vingtaine d'artistes n'ont pas été crédités dans les crédits du jeu. Donc plusieurs employés du studio Striking Distance ont pris la parole pour exprimer leur mécontentement. Surtout que plusieurs ont participé de manière significative sur le jeu, certains participant parfois plus d'1 an sur le travail. Ouais. Et c'est quand même assez significatif. Oui. Et il y en a même qui n'ont pas souhaité qu'on les cite, ont affirmé que le studio faisait du favoritisme, affichant plutôt le nom de certaines personnes au début des crédits, laissant les autres à la fin, voire même pas du tout dans les crédits de fin. Ouais. Alors donc si on ajoute à ça les crunchs dont j'ai parlé au début, qui ont quand même bien joué sur la qualité de travail durant le développement, on peut comprendre leur mécontentement, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pas comme s'ils avaient travaillé un jour ou une semaine sur le jeu. Parfois plus d'1 an de travail pour ne pas être crédité au final. C'est insultant. Ouais. C'est insultant, quoi. Ouais. Et alors, il y a peut-être une autre info aussi, c'est vous avez peut-être joué à ces 2 jeux qui sont vraiment bons, ce sont des bons jeux, c'est les Plague Tale, il y en a un qui est sorti récemment. Tout récemment. Et l'éditeur de ces jeux, Focus Entertainment, a un nouveau directeur général. Tout à fait, donc le studio derrière les Plague Tale, comme tu l'as dit, Vampire et prochainement le jeu Space Marines, a accueilli son nouveau CEO récemment qui s'appelle Sean Brennan et qui nous vient de Bethesda ZeniMax. Ouais. Alors ce changement est annoncé comme un moyen de soutenir le studio dans ses ambitions de développement. Alors Brennan a travaillé chez ZeniMax pendant 14 ans, il a travaillé sur des titres comme Skyrim, Fallout ou Doom.
Et son expérience devrait aider à pousser le studio dans son développement à l'international et produire des jeux de toujours meilleure qualité. Ouais, il y a vraiment une espérance de step-up. Ouais, c'est exactement avec ça. Ouais. Avec ce nouveau directeur Bah, général. en même temps, quand tu sors des Fallout, Doom ou Skyrim, c'est quand même des beaux gros morceaux, quoi. Donc tu te dis, le mec a quand Ouais. même. Un gros CV Voilà, et peut apporter son expérience tout à fait. pour monter le jeu, quoi. Et sinon, il y a un jeu à côté duquel on ne peut pas passer pour le moment. Tout à fait. On entend partout, tout le monde l'attend, tout le monde a envie d'y toucher. C'est Hogwarts Legacy qui va sortir le 10 février prochain. Et il est tellement attendu, tellement anticipé que c'est déjà un gros succès avant même sa sortie sur Steam. Tout à fait. Il est dans le top des ventes en précommande sur Steam, également sur le PS Store. Pourtant, plusieurs appels au boycott ont été lancés suite aux propos très problématiques de l'auteur de la saga, J.K. Rowling, sur Twitter. Alors, la communauté a été jusqu'à ajouter des tags, notamment le tag transphobie sur les catégories de jeux. Heureusement, ces tags ont été très vite enlevés par la modération du site. Et sinon, le jeu Hogwarts Legacy, ça consiste en quoi? Alors, il s'agit d'un RPG, donc un jeu de rôle, où tu vas incarner un des élèves de Poudlard vers la fin du 19e siècle, donc fin des années 1800. Ouais, donc ça se passe bien avant les événements d'Harry Ouais, Potter plus de et 100 même ans, avant du les Animaux Fantastiques. Oui, Je- un peu avant, ouais. Bah, Ouais. même plus qu'un peu avant. Oui, oui, on c'est a pas mal avant. une bonne cinquantaine d'années avant Ouais, c'est ça. les Animaux Fantastiques, je dirais. Ouais. Et donc, vous allez vivre la vie classique des élèves de cette école, donc faire des potions, apprendre des sorts, affronter des mages noirs ou des gobelins qui convoitent le pouvoir très particulier, semblerait-il, de votre personnage. Donc le jeu est en mode ouvert et dispose de caractéristiques habituelles du genre, donc personnalisation avancée de l'apparence et des capacités, des quêtes et des objectifs à remplir pour faire progresser l'histoire. Il y a aussi un système de valeurs où vous pourrez faire des choix dans les quêtes qui vous feront passer plutôt du côté obscur ou lumineux, pour faire la petite trop bien. référence, et ainsi légèrement modifier l'histoire, on ne sait pas encore jusqu'à quel point. Ouais. Donc rendez-vous le 10 février sur PC et console next-gen, le 4 avril pour les anciennes consoles et enfin le 25 juillet pour la Switch qui Toujours en décidément est toujours en retard. En même temps, le truc c'est qu'on sait qu'il sera en retard et qu'en plus le jeu sera vraiment pas le même sur Switch. Bah, donc, c'est une question de puissance, quoi. Ouais, C'est ouais. clair, une petite console portable comme ça, elle est chouette, mais voilà, pour un jeu AAA. Mais c'est- ce jeu, s'il est anticipé, c'est pas pour rien. C'est un peu le jeu dont tous les fans d'Harry Potter ont rêvé. Oui, c'est ça. Ils ont déjà voulu faire ça, notamment à l'époque d'Harry Potter 5 et du 6. L'Ordre du Phénix avait déjà cette notion RPG, mais Oui. très vide. Très Ouais, vite. C'est-à-dire que je crois que je m'en Poudlard, souviens. Ouais. Poudlard était mort, il n'y avait aucun son d'ambiance, Mm. on entendait juste les pas d'Harry dans les couloirs. Mais il y avait déjà eu cette tentative d'open world. Ici, c'est beaucoup plus poussé, évidemment, parce qu'on est sur 2 gènes plus tard, Ouais. 2 ou 3 même. Donc voilà, Roman, toi qui de base ne joues pas beaucoup aux jeux vidéo, tu aimes bien l'univers d'Harry Potter, Ah on oui, va dire ça. j'adore ça. Est-ce que c'est un jeu qui pourrait te parler, auquel tu pourrais jouer, même si de base tu joues pas? Bah oui, le fait que Harry Potter, voilà, ça a quand même bercé notre enfance, voire notre adolescence, enfin, les deux Oui, en fait, oui. et voir toujours le moment où, enfin toujours maintenant, moi je les regarde encore. Donc oui, clairement, le fait que ce soit l'univers d'Harry Potter et qu'on puisse vraiment être immergé de cette façon-là, Ouais, c'est ça. c'est incroyable quoi. Il a Ouais, l'air c'est ça, assez tu fou. peux te Ça a l'air balader, notamment tu peux te balader à Préolard, dans la forêt interdite, Ah ouais, ouais. dans les couloirs de Poudlard tout simplement. On découvre aussi un truc que je trouve assez incroyable, c'est qu'on peut découvrir les salles communes de Serdaigle, Serpentard et Poufsouffle, Ça, j'ai hâte quand même de ce voir ça. qu'on n'a jamais vu dans les films. J'ai pas lu les livres, donc je sais pas si dans les livres on les décrit, J'ai pas lu non plus. mais on les Si. décrit. On les décrit dans les livres, ouais. Ok. Bah, du coup, tu pourras nous dire si c'est fidèle à la description des livres ou pas. Mais rien que voir ça, avoir plus d'infos sur l'univers de Poudlard, parce que c'est pas. En tout cas, moi, je sais que lire 7 livres, 7, ce serait pas forcément mon kiff. Je suis pas un grand fan de lecture, mais au moins, ça me permet d'avoir plus d'infos sur l'univers d'Harry Potter, qui, je pense, a bercé toutes nos enfances. Clairement. Ici. Ouais, ouais. Donc, oui, j'ai vraiment hâte de voir tout ça, quoi. De voir tous les endroits qu'on voit dans les films, aller même plus loin. Enfin, ça a l'air incroyable, quoi. Genre un RPG dans le monde Harry Potter, C'est cool. c'est Ouais. tellement de possibilités, en fait, c'est ça qui est assez fou, quoi. Et du coup, il y a aussi une autre info assez importante, c'est la série The Last of Us, qui est enfin lancée sur HBO. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Et pour le moment, en tout cas, les critiques sont assez unanimes sur la série. Alors tout à fait. Donc pour quelques infos, donc la série est diffusée sur HBO et BTV
pour nous les Belges. Au niveau du casting, on retrouve quelques têtes connues comme Pedro Pascal qui a déjà joué dans Game of Thrones. J'ai oublié son nom. Oui, mais c'est le combattant pour Tyrion qui se fait Ouais, éclater ça, comme voilà, un melon. Comme une pastèque, c'est ça. Ouais, et alors il a aussi joué plus récemment dans la série The Mandalorian, Ouais. dans l'univers de Star Wars, qui était très chouette. Alors on a aussi Belle Ramsey qui a joué elle aussi dans Game of Thrones, Lyanna Mormont qui s'était bien fait remarquer pour La son... chef de guerre des Mormons Voilà, de que c'est une 12 toute ans. petite Quoi. gamine, ouais, c'est ça, c'était assez impressionnant et donc je suppose que c'est notamment ce rôle-là qui lui a permis d'obtenir ici ce rôle. Alors, dans les autres têtes connues, on a Anna Torv, que moi je l'ai connue dans la série Fringe. On a Gabriel Luna, qui nous vient de Agents of S.H.I.E.L.D. ou Terminator Dark Fate plus récemment. Ou encore John Hannah, qu'on a pu voir dans La Momie. Ok, donc il y a un casting qui est pas mal. J'ai vu un truc, je me demandais si on pouvait s'attendre à ce que l'histoire soit fidèle. Et j'ai vu un indice passer ce matin sur Twitter. C'est un comparatif de 2 vidéos. Une cinématique du jeu original The Last of Us et un moment de la série. J'ai pas vu grand chose de plus. C'est 30 secondes où ils reprennent exactement les mêmes plans, les mêmes dialogues. Donc j'ai l'impression que niveau scénario, il reste assez fidèle comparé à ce qu'on peut voir parfois dans des adaptations de jeux vidéo. J'ai pas encore eu l'occasion de regarder, c'est dans la liste, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, il est très fidèle, il reprend globalement, comme on pourrait s'attendre, l'histoire du premier jeu. Alors donc on se retrouve, pour ceux qui ne connaîtraient pas, dans une apocalypse zombie causée par un champignon parasite, où nos 3 personnages, donc joués par Pedro, Anna et Belle, doivent tenter de survivre. Donc là, où on est encore dans le scénario. Voilà, c'est ça. À part les 20 ans plus tard. Voilà, c'est justement ce dont j'allais parler, c'est que a priori, la seule différence vis-à-vis du jeu, c'est qu'il y aurait un saut dans le temps d'à peu près 20 ans. Donc voilà. Et du coup, les critiques, pour le moment, ça va quoi. Ah oui, ça va même plutôt bien. Donc la dernière fois que j'ai vérifié sur Rotten Tomatoes, on était à 99% de score au niveau des critiques et 96% pour l'audience. Oui, ça va. C'est bon. Je pense qu'on peut dire que c'est bon. Et alors enfin, pour le budget, on n'a pas encore de budget officiel, on les attend, mais une source de chez New Yorker annonce que certains épisodes pourraient avoir coûté plus cher que certains épisodes de Game of Thrones. Quand on sait que les épisodes de Game of Thrones pouvaient coûter plus de 10 millions de dollars, on s'attend à... Le budget est là, quoi. Le budget est là, voilà. C'est pas la petite série indépendante. HBO fait souvent bien les choses en vrai en termes de série. Hein, c'est eux qui ont fait Game of Thrones, de toute façon. Oui, Game of Thrones, House of Dragon qui était bien aussi, la suite, le préquel de Game of Thrones qui était vraiment bien, que j'ai pas encore fini, mais voilà. Je sais qu'il faut que je finisse, mais comme plein de choses, je commence des séries et je les arrête, je les finis jamais, quoi. On fait tous ça. Oui, on fait tous ça. Une série, Roman, Marina, ça pourrait vous intéresser de regarder The Last of Us? T'as joué à Last of Us, Marina? J'ai pas joué à Last of Us, j'ai regardé tout le let's play parce que tu sais bien que j'aime bien les let's play. T'aimes bien qu'on te raconte des histoires, c'est pour ça que t'es un peu la mère Castor, quoi. Mais oui, franchement, ça me dit vraiment quelque chose. Ça, je regarderai, c'est sûr. C'est le genre de série que tu peux aimer, un peu survival, horreur avec zombies, Walking Dead par exemple, t'avais regardé? Comme Thomas tout à l'heure, c'est sur ma liste, encore une fois. Mais je ne sais pas si je la regarderai parce que c'est pas vraiment dans mes priorités. C'est un truc qui pourrait me plaire. Ok. Ouais. Ça va. Mais on verra. Ouais. On surveillera du coup, peut-être pour une chronique hors JV. Là, aujourd'hui, tu vas analyser un film, on garde le secret. Oui. Mais peut-être pour une prochaine chronique hors JV, pourquoi pas, quand la saison sera terminée, analyser tous les épisodes de la saison. Enfin, tu nous en parles, tu dis si tu as bien aimé, ou Florine. Ou... Ce serait pas mal, ouais. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, voilà, c'est fini pour ce petit tour des news du mois. Merci Thomas. Et tout de suite, justement, tu vas nous parler de ton expérience sur un jeu assez spécial, un jeu d'horreur. Si vous nous avez suivis lors de notre toute première émission en live, c'était Florine qui avait testé Minecraft. Tout ne s'était pas passé comme prévu, on s'en rappelle. Et pour cette deuxième émission, Roman, tu reprends le flambeau avec un jeu totalement différent, qui a marqué aussi sa génération, qui a été un pionnier sur beaucoup de points. C'est Dead Space, qui en plus ressort aujourd'hui en remasterisé. Comment ça s'est passé? Vas-y, dis-nous, explique-nous. Alors, Dead Space, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, ou bien que de nom, ça se joue en 3e personne. Donc, au niveau de la manette, il y a plusieurs aspects à maîtriser pour diriger son personnage. Okay. Et alors, ça peut paraître anodin, mais pour moi, manier un joystick, un deuxième joystick en fait, un droit en plus du gauche, ça n'a pas été du tout une mince affaire, vu que j'ai jamais fait ça en fait, tout simplement. Alors que pour vous, je parie que c'est complètement naturel, quoi, depuis le temps que vous jouez.
Bah, en tout cas, moi, c'est naturel. J'ai toujours été un joueur console. J'ai eu la PS1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai toujours eu la manette en main. J'ai rarement joué sur PC. Je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être 4 ans, mais ça reste très peu. C'est pas longtemps, quoi. Ouais. Donc, j'ai toujours eu ce réflexe de la manette. Et oui, moi, ça me paraît inné. Maintenant, tu me mets devant un jeu que je connais pas du tout. Bah, je peux maîtriser les contrôles et je peux m'en sortir au minimum. Parfois, il y a des différences. Peut-être que dans un jeu, il va falloir appuyer sur R2 pour attaquer. De l'autre côté, ça va être carré. Mais au niveau de la direction, du déplacement de personnage, ça reste la même chose. Les codes restent les mêmes. Donc, avec le gauche, tu diriges ton personnage. Avec le droit, tu diriges sa vision. Mais moi, j'ai pas eu beaucoup de soucis. Toi, je sais que tu es plus sur PC, Thomas. Donc, peut-être que tu peux avoir une différence par rapport à ça, je sais pas. Bah, non seulement je suis sur PC, mais surtout je joue sur clavier moi habituellement. Ouais. Donc je veux dire par réflexe, moi quand je pose ma main sur un clavier CZQSD, je suis prêt. Ouais. Et de l'autre côté, c'est la souris, quoi. Et de l'autre côté c'est la souris. Donc récemment j'ai joué à quelques jeux avec une manette, notamment les jeux de combat parce que c'est quand même vachement. Oui, c'est mieux. Ouais. C'est plus pratique. C'est plus Et ergonomique. c'est vrai qu'au début c'est compliqué. Heureusement, bon bah voilà, il y a rien à faire. Quand tu es un gamer depuis toujours, bah, tu prends vite le pas, tu prends vite les habitudes. Bon après, voilà, il y a encore quelques petites complications, mais au niveau direction, ça va. Moi, ça va. Et Marina? Moi, j'ai pas vraiment de problème avec les touches. C'est plutôt alors les combinaisons, parce que tu parlais de jeux de combat. Tout à fait. Et Ouais. moi, je suis archi nulle à ça, Ah ouais justement, parce qu'il y a un milliard de trucs à Bah, retenir. peut-être qu'un jour on te fera jouer à un jeu de combat. Alors, mais je pose ça là. Hein. Comme ça. Et dans les QTE aussi, au niveau du temps De réaction. Ouais, de réaction. Voilà. Ça, vraiment, ça me pose problème. Ok. Je suis pas très rapide. Mais de base, avec la manette, tu sais t'en sortir Oui, pour c'est diriger ça, un mais peu. ça fait tellement longtemps que je joue, Oui, je c'est ça. suis incapable de dire. Ouais. Enfin voilà, ça a dû me poser problème au début. Au début, oui. Et encore, c'est comme, voilà, quand on était petit, on ne se souvient pas vraiment comment on a appris à Mais oui, marcher. c'est au ça. final, voilà, ça s'est passé. Oui, c'est ça. Bah, oui, c'est Comme ça. Moi, je me souviens pas de la période où j'ai dû apprendre à manier une manette. Pareil. Parce que je devais avoir les 4 ans quand j'ai appris ça, 3-4 Ah oui, ans. quand même. Oui, j'ai commencé très tôt. Ah oui, dès J'ai le berceau, commencé- toi. T'es tombé Ah, dedans quand t'étais petit. J'ai commencé très tôt. Il suffisait que mon frère arrête de jouer à la console. Moi, j'arrive derrière. Je prends la manette discrètement. Ni vu, ni vu. Enfin voilà, moi, tout ça pour dire qu'en gros, il m'a fallu 40 minutes pour apprivoiser le deuxième joystick et à m'habituer à la seconde commande. Enfin bref. Et sinon, Laurent, toi, pendant ce temps-là, t'attendais patiemment à mes côtés. J'espère que t'en as pas trop souffert parce que t'avais l'air de perdre un peu patience. Non, ça va. Non, j'étais sur mon téléphone tranquillement. J'observais le désastre. Non, je rigole. En réalité, On n'en est pas loin, vous verrez. en réalité, c'est le but de la chronique, c'est de voir comment quelqu'un qui n'a jamais touché un clavier, une souris ou une manette de sa vie, ou très peu en tout cas, parce que je sais que tu joues à Mario Kart, mais c'est quand même, il y a beaucoup moins de boutons à maîtriser. Oui, voilà. Quelqu'un qui n'a jamais touché à ça peut se débrouiller avec une manette en main et tout ça. Et justement, c'est intéressant de voir que des trucs qui nous semblent naturels, qui nous semblent innés, ne sont pas forcément pour tout le monde et qu'il faut tout réapprendre. Comme tu disais, c'est réapprendre à marcher. Là, c'est pareil, mais avec une manette, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, après qu'on ait fait ça, j'ai vu le problème des directions et je me suis dit que j'allais faire un peu des recherches pour voir si c'était quelque chose qui avait été cité quelque part et j'ai trouvé un article d'une chaîne québécoise, un site québécois mais d'une chaîne de télévision qui nous explique qu'il y a 5 éléments à prendre en compte quand on veut initier un non-gamer aux jeux vidéo. Et parmi ces 5 éléments, l'un des éléments importants, c'est d'avoir des jeux avec peu de boutons. Typiquement Mario Kart, on peut se débrouiller avec juste la gâchette pour avancer, tourner, et en soi, déjà comme ça, on peut se débrouiller pour faire une course. Voilà. Donc là c'est vrai que dans Dead Space, il y a plus de boutons que ça. Tu dois viser, tu dois tirer, tu dois diriger, C'est tu ça. dois interagir, il y a beaucoup plus de boutons. Donc je peux comprendre, et j'ai l'impression qu'à un moment, ça t'a un peu démoralisé, non? Oui, oui. Évidemment. Et un peu énervé aussi, même si, voilà. Je suis quand même relativement calme. J'essaye de prendre sur moi. Oui. Mais, En tout cas, ça s'est pas vu que tu étais si énervé que ça, mais tu l'as peut-être pris sur toi en tout cas. Et Ouais. niveau scénario, le jeu, ça donne quoi du coup? Alors, Dead Space, au niveau du Pour scénario. recontextualiser. Ouais, voilà, pour recontextualiser, c'est un jeu qui se passe dans l'espace, sur une station. Spoiler alerte, qui est morte. Une station Ok. morte, Dead Space, voilà, en toute originalité. Et alors, pour vous raconter un peu l'histoire, c'est justement parce que la base terrestre ne reçoit plus de nouvelles de la station spatiale que le personnage qu'on incarne et son équipe sont envoyés y jeter un œil. Ok. Et voilà, sinon, ça c'est pour la mise en situation. Et au niveau de la narration, de la mise en scène, c'est très bien, on est vraiment immergé. Depuis notre départ de la Terre, où l'on entre dans le vaisseau,
avec le lancement du vaisseau, le départ, le voyage dans l'espace, pendant lequel d'ailleurs les autres personnages donnent des directives à notre perso, ce qui va nous permettre aussi en tant que joueur de se préparer mentalement à ce qu'on va devoir faire. Ouais. Donc ça c'est bien, enfin, voilà, on a une super mise en scène, super narration. Et alors à l'atterrissage, on se rend rapidement compte qu'on va se faire défoncer si on ne fait pas gaffe, grâce à un subtil changement d'ambiance sonore et visuel. Ouais, c'est un genre de truc qui te gueule dans les oreilles, qui fait pom pom pom. C'est ça, c'est vraiment le tout tout tout. Attention, il y a un danger. Oui. Donc voilà, en fait, c'est parce qu'au lieu d'êtres humains qu'on s'attend à croiser, en fait, il y a des zombies et qui ont potentiellement envahi toutes les ailes du vaisseau. Ouais. Et donc, il faut savoir aussi que le truc, c'est un peu un dédale de couloirs et d'étages. Et c'est là, en fait, qu'il va falloir faire gaffe parce que à tout moment, on peut sauter dessus et t'attaquer. Et donc, c'est ça qu'il va falloir un peu gérer, tuer les zombies et en même temps avancer dans le jeu. Et finalement, j'ai l'impression que le but, c'est un peu de reconquérir en fait, le vaisseau. Quoi. Mais il faut faire attention parce que le scénario que tu me décris là, moi, je vois bien Netflix s'en approprier et refaire une série dessus. Donc, attention, on n'est pas à l'abri. On parlait d'adaptation tout à l'heure. On va reparler d'adaptation tantôt. On ne sait jamais, une série Dead Space, ça peut arriver à tout moment, quoi. C'est ça. Je regarderai, figure-toi. Ah ouais? Je crois, ouais. C'est vrai que ça doit être pas mal, hein, Après, en termes de il faudrait série qu'ils horreur. arrivent à se détacher de ce qui a déjà été fait sur les zombies parce que... En fait, c'est surtout des aliens zombies, tu vois, c'est un genre d'alien zombie. Ouais. Je pense que là où il faut se détacher, c'est ce qui a été fait sur Alien. Parce que ça ressemble beaucoup. C'est fort inspiré. Si tu fais une série sur Dead Space, il faut vraiment se détacher d'Alien parce que c'est un peu le même scénario en soi. C'est juste que tu n'arrives pas sur la station quand elle est morte. Là, la station meurt quand tu es dedans, dans Alien. Genre l'alien a envahi le vaisseau. Mais tu as quand même le même truc. Donc il faudrait trouver un moyen de s'en détacher. Mais voilà, moi je ne serais pas étonné s'ils adaptent Dead Space. Non, ce ne serait pas étonnant. Et alors, niveau commande aussi, parce qu'on parlait des difficultés, le jeu fonctionne avec des espèces de tableaux de bord virtuels qui s'affichent pour nous donner un peu des indices en fait, sur comment nous diriger, par où trouver telle chose pour réparer telle porte du vaisseau. Ça donne aussi les commandes, etc. Ça donne les commandes et c'est des trucs que en fait, j'ai pas réussi, j'ai pas toujours réussi à suivre, j'ai eu du mal. Et en fait... C'était tout simplement tout con, il suffisait de lire ou bien d'écouter ce que les autres personnages disaient au mien. Mais du coup, moi, comme je n'y faisais pas attention, j'avançais littéralement à du 2 à l'heure dans le jeu. Quoi. Mais c'est aussi des codes du jeu vidéo que nous, on a, c'est-à-dire qu'on connaît un tuto quand c'est un tuto, on connaît une aide quand c'est une aide, et là, peut-être que tu te disais, ça fait partie du scénario. Je me suis dit, tu vois, c'est un élément du décor. Donc, pas du tout. À partir du moment où il est mis appuyé sur R2, c'est un indice. Alors, quand on te donne des ordres, tu obéis. Tout à fait. Oui, non, du coup, tu passais littéralement à côté. Et à un moment, j'ai dû essayer de t'aider pour que tu te retrouves, parce que sinon, tu t'y retrouvais pas, quoi, et tu te perdais dans le vaisseau et tu passais des heures avec les mêmes endroits à tourner en rond et à ne pas savoir où aller. D'ailleurs, on a une petite vidéo où tu t'es perdu. On va voir ça tout de suite. On se retrouve juste après l'extrait où on voit que Roman a du mal, quoi. Putain, il est là, le truc. Je pas courir. Je sais pas où je suis. C'est horrible. C'est pas la bonne route. Je suis en train de me faire tuer, mais ouais. Je trouve pas la porte. Et là, on voit que le début, c'est-à-dire que, on est après 15 minutes de jeu, je crois. Ça fait 15 minutes qu'on est dans le jeu. Vous voyez le carnage. Et t'es déjà perdu. Et d'ailleurs, deux petits conseils, ça peut être même pratique dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand tu cours vers une porte, elle ne va pas s'ouvrir, forcément, tu vois. Toutes les portes ne sont pas automatiques. Et petit indice qui était mis, c'est que quand il est indiqué fermé, ça veut dire que ça ne s'ouvre pas. Mais vas-y, remets-en une couche. Petit indice. Mais oui, on voit que tu as du mal à maîtriser tout ça. Donc là, tu te retiens encore. On voit que tu t'énerves, mais que ça
ça reste. Au final, tu as réussi à te maîtriser quand même. Oui, ce n'est pas. Ouais, voilà. c'est ça. Mais ça peut pas être le cas de tout le monde. Peut-être que quand tu rejoueras un jeu, tu vas péter les plombs. Peut-être sur Mario Kart aussi, parce que Ouais, là, Mario on va Kart, pas s'avancer parce que Mario là, Kart, ça peut vite faire péter les plombs. Ouais, de ouf. Ouais, et donc toi, tu as réussi à te maîtriser, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Thomas, est-ce que tu arrives à te maîtriser, toi, quand tu joues aux jeux vidéo, ou tu peux vite péter un plomb? Ça dépend. Ok. Il y a une expérience là-dessous. Oui, bah oui, évidemment. J'ai pas encore testé les jeux comme Dark Souls ou quoi, parce que Ouais. ça, je sens que ça va pas le faire. Mais dernièrement, j'avais testé un petit jeu qui avait l'air tout mignon, qui s'appelle Kena Bridge of Spirit. Ouais, Tout mignon, tout gentil, et qui est méga dur. ok. Et les boss, j'arrivais à me débrouiller, je mourais pas trop de fois. Et puis là, j'affronte un ennemi qui est même pas un boss, je meurs 5, 6, 7 fois dessus. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous apprendre un petit trick. Alt F4 sur un clavier d'ordinateur, ça ferme le pouf, programme. On Et voit pouf, plus rien. voilà, plus de problème. Problème réglé. Ouais. Et je n'ai pas relancé le jeu depuis, je l'ai même désinstallé parce que j'avais Ah oui, besoin- tu l'as désinstallé Je l'ai carrément. désinstallé, ouais, j'avais Ah besoin oui, de place pour ok, installer un autre jeu. on Du est à coup, ce hop niveau-là, là. quoi. Ouais, Ok, je Donc, sais que sur League of Legends, il y en a qui désinstallent dans la foulée de leur game quand ça va pas. voilà, Et c'est qui, ça. 2 heures après, retéléchargent. Parce que... Voilà. Mais sinon, oui, parfois, voilà, quand c'est un peu frustrant, tu tapes un petit coup sur la table, pas la casser quand même, ça coûte cher, mais Ouais, c'est ça, il y a l'aspect financier qui te... toujours, qui te toujours, freine, toujours. ouais. Ouais, ne serait-ce que le clavier, je veux dire, un joli clavier gamer, allez, c'est quoi, 150 balles, Mhm. donc tu te dis, si tu vas péter ça, Faut leur payer après, quoi. voilà, c'est dommage, donc faut rester. Tu parlais de Dark Souls. Marina, tu joues à Dark Souls. Je joue à Dark Souls, Et oui, pourtant, en tu effet. t'énerves pas trop, je crois. Pas trop, maintenant, pas plus tard qu'hier. Ah. J'ai rage quit, écoutez. Oh, Je me suis dit, je vais reprendre Dark Souls, faire une petite toi qui es partie zen comme ça. d'habitude. Et oui, non, ça n'allait pas du tout hier. Donc j'ai fait, ok, c'est pas le jour. J'ai posé ma manette, j'ai éteint le truc et pour une autre fois. Bye bye. Tu restes quand même assez zen dans le Rage Kit. Ok, Oui, oui. écoute, Oui. c'est pas mon jour. Écoute, Marina, stop. Aujourd'hui, stop. Tu éteins la console et tu vas faire dodo. Mais oui, c'est ça. Tout est une question de maîtrise de soi et Voilà. de Alors, zen attitude. Je t'admire parce que moi, c'est pas du tout le cas. J'ai joué très longtemps à FIFA, enfin, je joue encore à FIFA, et à Call of. Call of, j'ai un peu arrêté, mais voilà. Et ça, c'est les jeux typiquement sur lesquels tu ne peux pas te maîtriser. Genre à un moment, pour ceux qui regardent et qui ont joué à Call of, FIFA, vous savez que c'est des jeux qui tirent l'essence de vous et qui vous mettent hors de vous et c'est pas possible. Et, Ouvre ton âme. et alors, pour ceux qui connaissent, c'était une petite anecdote. En 2017, faut savoir que sur FIFA, ils avaient instauré un nouveau système qui est encore aujourd'hui, ça s'appelle FUT Champion. Donc en clair, chaque week-end, c'est une compétition. À l'époque, c'était 40 matchs que tu dois faire en 2 jours. C'est énorme. C'est-à-dire 20 minutes par match, vous faites le calcul, ça fait beaucoup. C'était pour avoir des meilleures récompenses. Ouais. Et ce mode de jeu est typiquement responsable d'un cassage de manettes. Ça va être une échelle de millions de manettes pétées par week-end. Et un jour, j'en pouvais plus. Sur le jeu, j'y arrivais pas. J'ai pris ma manette par réflexe et je l'ai explosée au sol. Heureusement, elle avait rien. Enfin, explosée, je l'ai balancée au sol. Heureusement, elle avait rien. Elle a fait piou comme ça, mais elle avait rien. Et je me suis dit, ok. Plus jamais Ça m'a fait un peu. Jamais ça. Ouais, c'est-à-dire que ça m'a fait redescendre d'un coup. Je me suis dit, oula. C'est-à-dire que c'est 70 € que tu viens de peut-être de briser en deux. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Non, je me suis pas dit, je vais arrêter de lancer ma manette. Non, j'ai Non. trouvé une solution. J'ai été plus intelligent que ça. J'ai été dans ma garde-robe, j'ai trouvé une couette, j'ai trouvé un drap de lit, j'ai fait une boule avec, je les ai mis à côté de mon bureau et ça devenait l'antre de la rage. C'est-à-dire que je lançais ma manette dessus. Comme ça atterrissait. Elle atterrissait en douceur, elle avait rien. Et moi, je pouvais quand même me défouler. C'est pas mal ça. Petit conseil, si jamais vous maîtrisez pas, n'essayez pas d'avoir du self-control. Adaptez-vous. Adaptez votre endroit votre bureau pour qu'il n'y ait aucun dégât. Mais oui. Bah, Pas de cours de méditation, mais créer un airbag, quoi. Ouais, C'est voilà. vraiment ça. Ouais. Mais même si ça t'a peu fait rager, ça t'a quand même fait stresser, toi. Oui, c'est ça, genre complètement enfin, en soi, c'est normal. Enfin, je m'y attendais. Ouais. En ayant regardé un peu le pitch du jeu et en me renseignant sur ce à quoi j'allais jouer, je me suis dit, bon, ça risque d'être stressant, mais tranquille. Ouais. Et au final, non, vraiment, c'était assez compliqué parce qu'on a une vision très restreinte dans le jeu. Et donc, on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus à chaque angle.
Et moi, j'étais toujours comme ça. Enfin, quand j'ai réussi à maîtriser les commandes, j'étais toujours en train de tenir mon arme vraiment. T'étais pas gagné, donc après peut-être 1 heure de jeu. Je crois qu'en plus, sans exagérer. Non, c'était 30-40 minutes, je crois. Ah ouais, après 30-40 minutes, ouais. t'as commencé à t'y faire. C'est ça. Donc, ouais. Vraiment, le stress, c'était assez. Je m'attendais pas à ça. En fait, je suis ressortie de là, j'avais les épaules et le dos tout noué. Donc, Ouais, surtout que j'ai choisi ce jeu-là parce que justement, 2 semaines avant le test, Roman m'a dit qu'elle avait été voir Smile au cinéma. Le film d'horreur qui a l'air absolument terrifiant. Moi, je ne suis pas un fan de films d'horreur. Et du coup, Smile, j'ai vu une bande-annonce et j'ai vu un truc. C'était aux USA, pour faire la promo du film. Pendant un match de football américain, ils ont intégré des gens dans le public. J'ai vu ça. Des gens qui vous regardent en souriant et qui vous fixent comme ça. Horrible, horrible. J'ai regardé la vidéo, j'étais pas bien. Et du coup, je me suis dit, si elle arrive à subir ça, Dead Space, ce sera rien pour elle. C'est tout petit, c'est que dalle. Et en fait, non, ça t'a quand même mis dans un état de stress. Oui, mais je pense que c'est dû au fait aussi que... Tu t'identifies un peu plus, quoi. Déjà, oui, le personnage, c'est nous. Enfin, moi, clairement, au moins, c'est le signe que le jeu a été bien fait. Mais je m'identifiais carrément au personnage et j'étais vraiment rentrée dans le jeu. Et j'étais à la place de mon personnage, c'est-à-dire que s'il mourait, moi je mourrais aussi. donc c'était assez stressant. Heureusement, t'es morte quelques fois, mais t'es toujours là, quoi. Oui, voilà. Alors que, un film, on est plus passif au final. C'est pas nous qui allons changer le scénario. Même si c'est très stressant, tu peux un peu te dire, ok, j'ai rien à voir avec ça. Mais du coup, au final, tu valides ou tu valides pas? Oui, au final, Dead Space, je recommande aux amateurs d'exploration, aux amateurs de tôle désaffectée, d'ambiance un peu étouffée, un peu glauque comme ça, de zombies mal intentionnés. Et alors surtout pour les amateurs de dessin, qui sont quand même vachement beaux pour l'époque, vu que le jeu est sorti en 2008. Oui, ça fait déjà 15 ans du coup que Dead Space est sorti sur PC et sur console. Et justement aujourd'hui sort la remasterisation de Dead Space sur Next Gen, donc là PS5, Xbox Series X et PC. Et PC, oui. Donc peut-être que c'est l'opportunité pour toi de tenter, mais en version plus réaliste, plus poussée, tu vois. Plus stressant. Oui, c'est ça, plus stressant. Ouais. Comme ça, peut-être que la prochaine fois, tu seras vraiment morte, quoi, au final. Super. Ça fait plaisir. Comme ça, tu auras encore un lien plus fort avec le personnage, tu vois. Voilà. Non, avec plaisir, on pourra tester, pourquoi pas, pour une prochaine chronique. Pourquoi pas. Merci en tout cas d'avoir livré ton ressenti sur ce jeu qui, en réalité, est un pionnier des jeux d'horreur. On a parlé du film Alien, mais du coup, c'est un peu communicant parce que le jeu Dead Space a inspiré aussi Alien Isolation, qui est sorti plus tard, qui est aussi très très reconnu comme jeu d'horreur. Maintenant, on a assez paniqué, on a eu peur. Enfin, nous, ça va, Roman. Moi, je suis en PLS. Voilà. Et on va passer du coup à une toute autre ambiance. On va écouter Marina et pour ça, on va aller prendre un petit chocolat chaud, un petit plaid. On va se mettre tranquillement dans notre canapé et on va écouter l'histoire d'un jeu. C'est parti. Donc Marina, tu vas nous parler d'un développement chaotique, absolument chaotique, qui a fait le tour du monde il y a quelques années, c'est No Man's Sky. Tout à fait. Alors sorti en 2016 sur PC et PS4, No Man's Sky est un jeu du studio Hello Games, donc c'est un petit studio anglais indépendant. Il a été créé en 2008 par Sean Murray. On n'y retrouve en fait pas des bleus puisque ce sont en majorité des employés qui ont déjà travaillé pour de grosses boîtes comme Electronic Arts ou encore Criterion Games. Oui, donc ça va, le CV est pas mal, quoi. Ouais, quand tu travailles pour Electronic Arts, en principe, c'est quand même, tu as des qualités, quoi. Il y a un petit peu de maîtrise quand même, on va dire. Donc No Man's Sky a été présenté en 2013 au Video Game Awards, donc c'est un événement important de la scène jeux vidéo. Ouais. Je vous propose d'ailleurs de regarder ensemble un extrait du trailer de l'époque à retrouver sur la chaîne Game Trailers.
Donc Sean Murray vient présenter le jeu, la foule est hypée de ouf, il faut dire, on vient de le voir, hein, ça envoie du lourd, on voit un monde rétro-futuriste, presque infini à la Minecraft, de l'exploration spatiale dans ce qui est au final inspiré des No Man's Land, de beaux graphismes et une grande variété d'environnements et de monstres, et surtout un mode multijoueur qui casserait tous les codes, le tout saupoudré d'une particularité, un univers généré presque entièrement par une technologie procédurale, hein, donc qui donnerait cette impression d'infini et qui au final rend le jeu très léger et donc très accessible. Bref, de l'ASF, un open world bac à sable en multijoueur, que demande le peuple. Oui, donc en fait de base le jeu a l'air incroyable, sauf qu'en fait toutes les promesses que nous fait Sean Murray, elles ne sont pas forcément tenues, quoi. Oui, c'est ça, c'est un peu des plans sur la comète. Et très vite, les créateurs de Joe Danger vont taper dans l'œil de Sony, qui leur propose un contrat à coût de millions. C'est une aubaine pour le petit studio qui va enfin pouvoir rentrer dans la cour des grands. Donc ils acceptent. Mais Sony, son but, c'est quoi? La beauté de l'art, la création. L'argent, la thune, le flouze, la moula, tout ça. Le pognon. C'est ça, exactement. Leur but, c'est la rentabilité, on ne va pas se mentir. Et Oui. signer avec une grosse boîte, ça implique de grandes responsabilités, comme disait l'autre. Comme disait Oncle Ben, paix à son âme d'ailleurs. Ouais. Mais en même temps, quand tu investis quelques millions de dollars sur un jeu, tu veux de la rentabilité. On peut Ouais. comprendre Sony Oui, aussi quelque part. Il y a des exigences, quoi, c'est Mhm. sûr, on ne fait pas ce qu'on veut, quoi. Donc, respect des deadlines, du contenu annoncé. L'entreprise leur fournit par contre du personnel, de 4 personnes à peu près, il passe à 13 personnes. Mais Sean Murray, le problème, c'est qu'il est envoyé sur tous les plateaux télé. Il devient un peu le monsieur média de la licence, quoi. Ouais. Donc vous l'avez compris, le matraquage médiatique va commencer, la hype monte encore. On imagine bien le petit Sean qui malheureusement ne sait pas dire non, il n'a pas l'habitude de Ouais, tout ça. d'être confronté aux médias. C'est ça, il promet tout et on imagine bien les développeurs derrière en sueur à chaque sortie, quoi. Oui, bien. c'est ça. Mais en fait, du coup, il a un peu saboté son propre navire. Il a mis une pression incroyable sur les développeurs qui n'en avaient pas forcément besoin. Et en plus de ça, il y a eu d'autres obstacles qui sont survenus, notamment des dégâts matériels pour le coup un peu plus tard, c'est ça? Oui, c'est ça, le développement d'un jeu en général est loin d'être un long fleuve tranquille. Et dans ce cas-ci, on peut dire que le studio a pris l'eau, littéralement. Heureusement, le code du jeu était conservé au sec. Le studio tweetait à l'époque. Alors, on encaisse aujourd'hui, mais je sais déjà que nous reviendrons plus fort. Tout ce qu'il nous faut, c'est un endroit et une machine pour travailler. Donc le jeu n'est pas perdu, mais ça prend du retard, quoi. Hashtag motivation, hashtag self-work. Ils sont très forts en com. Hein. Oui, Ouais. ils sont forts, mais on dirait un peu des publications Instagram d'une influenceuse, quoi. Ouais. Donc c'est assez particulier comme phrase, mais bon, passons. Et puis, ce n'est pas le seul problème qu'il y a eu. Dans un autre registre, Hello Game, il se fait attaquer en justice par Sky Television. Pourquoi, à votre avis? Juste parce qu'il Ok. s'appelle Sky. Voilà, c'est exactement ça. On va dire que sky is the limit pour certains. Et voilà, ça pose encore des problèmes. Puis, pourquoi? Parce que de base, ils ne sont pas beaucoup. Donc au final, si tout le monde est pris à autre chose, il n'y a plus personne qui bosse sur le jeu, quoi. Ouais. Et c'est là que les deadlines se resserrent encore. En plus, avec Monsieur Je parle trop, le travail s'accumule et en parallèle, plus on annonce du contenu au jeu, plus la hype va encore monter. Et plus il y a de pression aussi sur les développeurs. Plus il y a de pression sur les développeurs et donc ils sont obligés de demander un prolongement à Sony de 6 semaines parce que ils n'y arrivent plus en fait, tout simplement. Ils savent très bien que le jeu, il y a des choses qui doivent être Ouais, il faites sera et qui pas ne sont fini, pas quoi. faites, quoi. Il ne sera pas fini. Donc les gens n'acceptent pas tout de suite. On leur envoie même des menaces de mort. C'est une énième preuve que dans le monde de certains, ça ne tourne pas très très rond. Comme on dit en bon belge, ils n'ont pas toutes les frites dans le même sachet. Oui, c'est ça. Mais du coup, pour les deadlines, ils ont fait comment au final pour les garder? Au final, ils ont été obligés de faire une croix sur certains éléments. Ouais. Comme par exemple le truc que tout le monde attendait, le mode multijoueur. Le pire, c'est pas vraiment en fait qu'ils aient dû faire des choix, ça paraît évident. C'est plutôt qu'ils ont caché tout ça. Ouais. Donc, je sais pas. Pardon, désolée, j'ai un petit. En fait, le truc, c'est que du coup, la fanbase a eu plus de mal à encaisser le fait que le jeu ne soit pas prêt parce que justement, ils n'avaient pas été tenus au courant, on leur a menti. Du coup, il y a aussi ce ressenti-là. Et c'est assez drôle que à cette époque-là, ça crée une vive réaction, le fait que ce soit reporté de 6 semaines, alors que
aujourd'hui, on voit des jeux qui sont reportés de mois et de mois et de mois. Je pense notamment à Zelda Tears of Kingdom, qui va sortir en principe, normalement ça devrait aller en mai, je crois, 2023. Qui a été repoussé, qui de base était annoncé pour début 2022, puis fin 2022, puis maintenant mi-2023. Cette fois-ci, normalement, c'est la bonne. Donc, on a 1 an et demi de report. Ça passe mieux parce qu'en fait, les gens, maintenant, les joueurs sont plus informés des phénomènes de crunch. On en parlait sur Callisto Protocol. Ils sont plus informés de ces phénomènes de crunch et du coup, ont plus d'empathie par rapport aux développeurs. Quand tu travailles 20 heures par jour sur un opus, c'est compliqué de rester sain mentalement aussi. C'est dur de travailler 20 heures. Et maintenant, c'est plus accepté. On voit qu'à l'époque, pas du tout. C'est-à-dire 6 semaines, 1 mois et demi. On parle d'1 mois et demi. On parle de rien du tout. Ouais. On parle d'un petit report qui ne sert absolument à rien au final. Parce que en 1 mois et demi, tu peux rien vraiment modifier intrinsèquement au jeu. C'était la fin du monde, menace de mort et compagnie. Et tout ça pour au final se plaindre parce que quand le jeu sort mal, mais en même temps, c'était un peu inévitable, quoi. C'est ça, et par rapport aux choses qui sont passées à la trappe, il y avait ce fameux mode multi. Et Sean, au lieu de dire il n'y aura pas de mode multi, il nous sort en 2016 un fameux tweet. Il dit les chances pour que 2 joueurs se croisent dans un univers aussi grand, aussi vaste, sont d'à peu près 0. Alors que derrière, en fait, le studio, il sait très bien qu'il va sortir un jeu qui n'est pas fini et qui coche peut-être la moitié des cases de ce qui avait été promis. Et en plus, un problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a des copies du jeu qui avaient leaké, je m'en souviens, avant la sortie, et du coup on avait des streams et tout ça, c'est ça Oui, on ne sait pas comment, mais quelques semaines avant la sortie, on a commencé à retrouver des jeux un peu partout. Là, Hello Games et Sony sont partis en véritable croisade pour essayer de supprimer toutes ces copies, mais le mal était déjà fait puisqu'on a vu des images, que le jeu n'était pas fini, que les graphismes n'étaient pas ouf, qu'il n'y avait pas de scénario, que ça ne tenait pas la route en fait. Voilà. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que très peu de copies ont été distribuées dans le monde professionnel. Généralement, un studio, quand il veut faire parler de ses jeux, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des copies au plus de monde possible. Or qu'ici, très peu de journalistes, par exemple, ont reçu des copies très bizarres, quoi. Mais à mon avis, ce qui a dû se passer, ça c'est juste un avis perso, mais d'expérience, je me souviens que j'ai déjà réussi à avoir un Call of 3-4 jours avant en soudoyant un peu le vendeur du coin. Donc à mon avis, c'est ça qui a dû se passer, mais ils l'ont peut-être envoyé un peu trop tôt, je ne sais pas. Ça, ce serait à vérifier, mais il y a dû avoir un truc comme ça. Donc on a une situation où le jeu, les gens commencent à savoir que c'est pas ouf. On sait qu'il ne sera pas fini. Il y a déjà eu un report, donc on se doute qu'il y a eu des problèmes au développement. On le sait même qu'il y a eu des problèmes au développement. Donc le jeu sort et au début, ça donne quoi ? Donc le 9 août 2016, le jeu sort officiellement et c'est directement un best-seller sur le PlayStation Store. Sur Steam, on va dépasser les 820 000 ventes. À 60 € le jeu, ça fait quand même un bon paquet de millions. Et surtout qu'il faut combiner Steam et le PlayStation Store. Donc là, ça monte bien, quoi. Ça monte vraiment. Donc on peut dire que No Man's Sky il démarre en flèche, mais ça retombe très très vite parce que les premières reviews laissent un goût amer. On le sent, le jeu qui n'est pas fini, qui est truffé de bugs déjà, qui est bateau au possible. Ça n'a même rien à voir avec le trailer de 2015 qui avait fait les tours des plateaux et qui était magnifique. Mais l'événement qui met vraiment le feu aux poudres, c'est pas ça, c'est plutôt la découverte de la supercherie du mode multijoueur. Donc vous vous souvenez du tweet dont je vous ai parlé, le fameux tweet à peu près 0. À peu près 0, ouais, c'est ça. Et dès le premier jour, 2 streamers se disent tiens, ils pensent être au même endroit dans l'univers, tiens, on va se retrouver en direct, ça va être fun. Et donc, ils y arrivent en fait, ils se retrouvent au même endroit, mais là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont incapables de se voir en fait. En fait, ils s'aiment pas. C'est pas qu'ils s'aiment pas, non, c'est pas qu'ils peuvent pas se piffer, c'est que... J'aime beaucoup le verbe piffer. Oui, ça passe bien quand même. Non, c'est juste qu'il n'y a pas de mode multijoueur, c'est complètement du pipeau. En fait, les mots sont forts. Les mots sont durs même. Les mots sont durs, mais les mots sont vrais. Donc, il n'y a pas du tout de mode multijoueur. Et alors, le meilleur, dans ce cas-ci, c'est quand même Sean qui nous sort, il réagit à cette découverte et il nous dit, c'est époustouflant, il est époustouflé par la performance des joueurs, qu'ils aient réussi un tel tour de force. Mais alors, ce qui est surtout époustouflant, c'est pas ça.
c'est la chute des ventes au lendemain de cette annonce. 81% de ventes en moins. Ah oui, quand même. C'est ça qui est époustouflant. Une chute libre sans parachute, pourrait-on dire. On peut dire que parfois dans sa communication, il est assez spécial quand même, Ouais. Sean. Oui, On dirait qu'il est un peu innocent et, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Mais je ne sais pas Il- s'il se rend compte vraiment de ce qui est en train de se passer parce que le personnage est assez drôle. Oui, Enfin, c'est il ça. prend les choses à la légère. Soit il est totalement innocent et il pense pas vraiment à faire mal, soit il prend les joueurs pour des abrutis. Je ne sais C'est pas. c'est l'un ou l'autre. Et en réalité, à partir de là, ça peut devenir que ce que ça devient. Au final, c'est un bashing absolu Un bashing complet, sur No oui. Man's Sky. Des communautés entières se créent juste pour démonter le jeu. Donc des youtubeurs vont acheter le jeu juste pour le traîner dans la boue et puis se faire rembourser. Le studio devient un mème, mais pas du tout dans le sens positif du terme. On s'en moque carrément. Surtout que tout ça est encore exacerbé. Quand on découvre que le trailer du jeu était en fait une vidéo 3D, c'était pas du gameplay, c'était Ouais. littéralement une Et c'était pas annoncé, cinématique. évidemment. Et non, c'était pas annoncé, donc c'était un mensonge en fait. Mhm. Et suite à ça, il va y avoir une enquête, mais qui va finir par innocenter le studio. Donc littéralement, Hello Games et Sean Murray se font démonter sur Internet tout le temps, quoi. Et juste pour situer, pour Roman, d'habitude, dans les gros événements, il y a le 3 ou le Video Games Award, par exemple, qui sont des gros événements. Quand un trailer est montré, si c'est de l'image de synthèse, en bas, tu as une petite ligne blanche Oui. où il est mis Not Actual Game Footage. Ok. Ce qui veut dire que voilà, tu ne vois pas le jeu, tu vois une cinématique qui te donne des infos sur l'histoire, peut-être, sur l'univers, etc. Mais il n'y avait pas cette mention-là, en fait. C'est Ah, pour ça c'est que ça. c'est pour ça que c'est considéré comme du mensonge. Ouais, ok. Et alors, donc, de ce que j'ai compris, ils ont complètement disparu après ça. Entre 4 et 6 mois de silence radio, littéralement. Mais en fait, c'est pas, même s'ils ont disparu, quand ils sont revenus comme une fleur, en gros. Enfin, hey, La fleur au fusil. C'est ça. Mais en fait, c'est pas vraiment les grands méchants de l'histoire, parce que après s'être fait jeter par Sony, parce que du coup, c'était pas ouf pour eux. Oui, Ils ont recommencé à bosser sur le jeu. En fait, ils ont repris le développement et ils se sont attelés à la tâche de fournir le jeu comme ils l'avaient promis. La dernière mise à jour, elle s'appelle Waypoint. Elle date du 7 octobre 2022. C'est la 22e mise à jour de la licence en parallèle de la sortie sur Switch. On rappelle qui est toujours en retard. Mais attends, tu es en train de me dire que le jeu est sorti en 2016 sur console C'est et il ça. est sorti sur Switch en octobre. Ouais, 6 ans de retard, ouais. quand même. Et on avait dit qu'ils étaient en Mieux retard. tard Six que ans de jamais, retard. écoute. Du coup, ils ont continué à travailler sur le jeu. Ça fait 6 ans qu'ils travaillent pour essayer de remettre le jeu à flot. Et du coup, en 2022, avec la dernière mise à jour, le jeu, ça donne quoi? Il est bien ou pas? Le jeu, il est bien au final. La plupart des bugs ont été patchés, les graphismes sont à la hauteur. Il existe un vrai mode multijoueur, des quêtes et une histoire ont été ajoutées pour à peu près une 30aine d'heures de jeu quand même. Et il y a beaucoup de fonctionnalités en plus. Bref, le jeu est devenu véritablement intéressant. Une vraie remontée qui prouve que le ciel n'est pas toujours la limite. Au final. Ah, c'est beau. C'est beau, un peu de poésie. Et ça me fait penser à un autre cas d'un jeu dont le développement a l'air chaotique et qui ressemble beaucoup à No Man's Sky, c'est Star Citizen. Dont le développement a l'air aussi terrible. Ça fait des années qu'ils sont censés sortir la V1. Je crois qu'ils sont toujours en V0 là. Donc, Ouais, ils sont toujours en alpha. ouais, je ils crois, sont hein. toujours en alpha alors que le jeu a des années. Ouais. Donc c'est un peu le même profil. En tout cas, merci Marina, le jeu s'en sort bien au final. On voit que la fanbase est toujours présente, mais en même temps le jeu avait beaucoup de promesses au début, ça a fait rêver beaucoup de gens. Donc ils ont réussi à fidéliser une clientèle et une fanbase comme ça. Tout de suite, on va passer à une autre chronique. On va parler d'un film. Et ça, c'est Roman qui va nous en parler dans la nouvelle chronique Hors JV. Alors c'est une nouveauté qui va désormais refermer nos rendez-vous L2P. Je parle de notre nouvelle chronique hors JV, hors jeu vidéo. Donc on la confie aux personnes qui ne connaissent pas beaucoup le monde du jeu vidéo. Donc ce sera toi Roman cette fois-ci qui a testé Dead Space. Donc on va parler de jeux vidéo quand même, mais pas directement. Parce que tu vas nous parler d'un film, cette fois-ci, ça peut être aussi une série, mais cette fois-ci, ça va être un film qui a porté sur un jeu vidéo. Tu nous parles d'Assassin's Creed, sorti en 2016. Oui, Laurent, Assassin's Creed, réalisé par Justin Kurzel, sorti en 2016, comme tu l'as dit. C'est sans surprise, en fait, un film d'aventure et de science-fiction.
pour ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo, je veux dire, parce que Ouais. moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et alors, avant de vous dire ce que j'en ai pensé, et avant même de vous faire le pitch du film, je vous propose qu'on regarde ensemble la bande-annonce. Où suis-je? Hier soir, à 18h, vous avez été exécuté et déclaré mort. Vous n'existez plus. C'est quoi cette prison? Ce n'est pas une prison. Vous allez entrer dans l'animus. Ce que vous allez voir, entendre et ressentir sont les souvenirs de votre ancêtre, qui est mort depuis 500 ans. Que voulez-vous de moi? Votre passé. Bienvenue dans l'Inquisition espagnole. I am a god, even though I'm a man of God. My whole life in the hand of God. So y'all better quit playing with God. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Nous sommes des assassins. I am a god. Donc voilà, beaucoup de combats, beaucoup d'actions. Et alors s'il fallait résumer le film en une phrase, je dirais simplement la bataille éternelle et historique entre l'ordre des Templiers et la confrérie des Assassins. Alors pour vous expliquer un peu vite fait, les membres de l'ordre des Templiers sont entre guillemets les méchants de l'histoire, Ok. parce que leur but caché en fait c'est d'étouffer le libre arbitre, tout simplement pour pouvoir contrôler l'esprit des gens en toute impunité. Alors officiellement ils ne le disent pas comme ça évidemment, ils disent qu'ils cherchent un remède pour éradiquer la violence des hommes modernes. Et la violence tout court dans le monde au final. Ok. Et alors c'est cette intention de conquérir le monde qui en fait les méchants du film. Et alors de l'autre côté on a la confrérie des assassins. C'est pas ce qu'on peut appeler des gens aimables, pas forcément, mais la palme des gentils leur revient quand même parce que leur mission en fait c'est de contrecarrer l'ordre des Templiers dans sa quête despotique. D'accord, donc ça c'est pour le contexte du film, mais dans ce film on suit un personnage tout du long qui est assez différent de celui des jeux, et qui s'appelle Cal Lynch, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc Cal Lynch, un homme d'une trentaine d'années qui a bien connu les familles d'accueil et la délinquance. Pour la petite histoire, il a tué un Mac et il a été condamné à mort. Rien que ça. Et alors, au moment de sa mise à mort, il se retrouve dans une espèce de laboratoire auprès de Sarah, qui est une scientifique. Et on apprendra qu'il s'agit en fait de la fille du meneur des Templiers. Mais elle ignore tout en fait du projet sombre de son père. Elle souhaite juste éradiquer la violence tout simplement. Et alors pour ce faire, elle va plonger Cal dans ce qu'elle appelle l'animus. C'est une sorte en fait de machine décodeuse de mémoire génétique qui va permettre à Cal de revivre la vie de son ancêtre. Ouais. Sarah, du coup, qui est jouée par Marion Cotillard dans le film, c'est ça? Tout à fait, Marion Cotillard. Et l'animus, moi, ce qui me dérange déjà dans le film, on va déjà faire une pause là, c'est que l'animus dans le film, moi, je compare ça à un grappin de Blitzcrank dans League of Legends. C'est-à-dire que c'est un truc qui t'attrape, qui te fait bouger partout, tu fais des gestes, tout. Alors, c'est très cinématographique, mais c'est pas très respectueux de ce qu'il y a dans les jeux. Et aussi, le personnage de base, il a tué un mec condamné à mort, c'est un mec badass, un américain, etc. Dans le jeu, c'est pas ça du tout. Desmond Miles, il se fait enlever alors qu'il est barman. C'est un peu une victime qui ne sait pas se battre. De base, Desmond Miles, et il l'apprend parce que quand il est dans l'animus, en fait, il l'apprend en revivant les souvenirs de son ancêtre. Mais de base, il ne sait rien faire, il ne sait pas se battre du tout. Donc déjà là, il y a des problèmes, il y a des divergences, mais bon, on va reparler. Oui, en soi, dans le film, il ne sait pas se battre non plus, mais
ça se voit que c'est pas tout à fait innocent. Le mec, quand même, physiquement, il est badass de base, tu vois. Ouais. Donc il fait genre, il sait pas se battre, mais on voit bien que c'est pas super compliqué pour lui, quoi. Ouais, je vois. Et du alors, coup, au niveau de ce qui se passe dans l'ancien temps, dans le film, ça se passe comment? C'est quelle époque? Comment on se situe? Quel est le personnage? Bah alors justement, l'ancêtre de Cal, hein, dont on parlait, d'il y a 5 siècles, dans le film il s'appelle Aguilar et en fait il était membre de la confrérie des assassins. C'est là le lien entre Cal et le contexte, on va dire, historique du film. Et en fait, Aguilar, donc l'ancêtre de Cal, c'est lui qui a eu pour la dernière fois en main ce qu'on appelle la pomme d'Éden. C'est un objet qui est tant convoité par les Templiers que par les assassins parce qu'en fait, elle renferme les gènes de la désobéissance originelle. Autrement dit, c'est le code génétique de cette désobéissance qui permettrait aux Templiers d'éradiquer le libre arbitre. Et là, pour moi, il y a une grosse divergence qui est quand même assez importante. C'est-à-dire que pour moi, c'est la divergence qui marque le fait que le film ne prend pas du tout en compte le jeu, prend le concept, Animus, passé, Templier, assassin, mais pas le reste. Parce que tu me dis qu'en 1492, Aguilar est le dernier à avoir la pomme d'Éden. C'est ça. Sauf que dans les jeux, toi qui n'as pas joué au jeu, il faut savoir qu'on a un personnage à partir du 2 qui s'appelle Ezio Auditore. On commence son histoire aux alentours de 1476 à Florence. Ouais. Alors qu'ici, c'est en Espagne. Je suis un grand fan de ce jeu-là. C'est un de mes jeux préférés. 1476 à Florence, et du coup, il devient assassin. Sa famille se fait tuer. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et c'est lui qui, en dernier, a la pomme d'Éden dans le jeu, dans les années 1500, alors qu'il se rend dans l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie, pour dissimuler la pomme d'Éden. Donc c'est ça. Là, il y a une grosse divergence, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout déjà le même pays. C'est-à-dire que d'un côté, il est en Italie de base, de l'autre, il est en Espagne, c'est ça? C'est ça, en Espagne. Et on n'a pas du tout le même scénario, tandis que là, il l'a en 1492. Et dans le jeu, c'est Ezio Auditore qui l'a dans les années 1500. Donc là, Ezio est rayé de la carte, il n'existe pas. Et donc ça me pose déjà un problème. Mais bon, je ne sais pas si vous, ça vous pose problème par rapport au jeu, le fait que ça ait des divergences par rapport au jeu. Thomas, je sais que tu as joué à Assassin's Creed 2, comme beaucoup. Ouais. Est-ce que ça te pose un problème que ça fasse des divergences comme ça par rapport au jeu? Un peu. C'est dommage de ne pas avoir intégré tout le lore, enfin tout l'univers du jeu. Parce que si tu prends la licence, c'est le but, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est dommage d'appeler le jeu Assassin's Creed alors que tu jettes tout ce que tu as fait avant. Quoi. Et toi, Marina, ça te gêne le fait qu'il dévie comme ça de l'histoire, ou tu te dis c'est une nouvelle direction? Ça me gêne moins que vous deux. Ouais. Maintenant, j'ai moins joué aux deux. J'y ai joué, mais pas à tout. J'aimais bien les différences de représentation, notamment on avait parlé de l'Animus, de la manière dont ils avaient représenté l'Animus. Moi, j'aime bien ce qu'ils en ont fait dans le film parce que je trouvais que c'était intéressant, ça rajoutait des choses et ça fonctionnait surtout bien de manière cinématographique parce qu'il y a des transitions à un moment donné qui se font entre le point du personnage principal et l'Animus, qui n'aurait pas fonctionné comme dans le jeu vidéo où les transitions sont aussi pensées de manière différente. Donc ça me gênait moins. Mais sinon, oui, la direction qu'ils prennent, par exemple, au niveau du scénario, tu vas peut-être ça, en on va en après. reparler. Ça me dérangeait plus. Donc, comment se passe le film? Vas-y, raconte-nous. En termes du déroulé du film, comment il procède? Voilà, tout le contexte qu'on vient de poser ensemble, qu'on a expliqué, hein, le scénario, au final, le but du film, c'est posé d'emblée au début du film. Et pour moi, les débuts étaient beaucoup trop longs. Il y avait des bandeaux, des flashbacks, des flash-forwards qui servaient en fait simplement à expliquer encore et encore le contexte. Et c'était trop à répétition. Donc, oui, au niveau de la compréhension du film, pas de souci, c'est très bien. Mais du coup, le hic, c'est qu'on devine à l'avance les 3/4 du scénario. Et donc, voilà, on finit par s'ennuyer. Il y a véritablement que la fin qui reste un mystère, quoique on se doute peut-être que, par habitude, ce seront les gentils qui gagneront. Voilà, pas trop de mystère. Et sinon... à part ça, je te rejoins, film plaisant cinématographiquement, mais voilà, un scénario qui reste banal, avec cette dualité entre deux camps. C'est manichéen, quoi. Voilà, une fin qui marque la défaite de l'un et la victoire de l'autre, on connaît. Et alors sinon, si on n'est pas particulièrement fan de science-fiction,
voilà, les 2 heures de film peuvent paraître très longues. Oui, et toi encore, tu n'as pas ce background du jeu. Donc tu as cet avis-là en n'ayant pas le background du jeu. Thomas, par exemple, tu as été le voir au cinéma, tu as été très déçu, c'est ça? Très déçu, oui. On Oui, sent que ça touche encore, hein, on le Oui. sent. Bah attends, ça coûte cher le ciné. Hein. Ouais, combien? 10 balles à peu près de perdu? Bah si tu comptes le popcorn et tout, ouais, à peu près. Ouais. Tu montres. Ouais, tu montres, ouais. Et donc, ouais, c'était un peu décevant. Bah, tu disais un peu plus tôt dans la chronique, toi, tu as fait la comparaison avec League of Legends et donc le Blitzcrank, crochet de Blitzcrank. Moi, je voyais plutôt les bras articulés du Dr Octopus dans Spider-Man. C'est vraiment ça, le mec, il se fait bazarder dans tous les sens, ouais. comme si il était contrôlé par ce bras. Donc, je trouvais ça un peu dommage. Bon, voilà, comme disait Marina, d'un point de vue cinéma, ça marche. Ouais. Mais bon, dans les jeux, en tout cas les premiers, l'animus, c'est un lit. T'es couché, Ouais. t'as juste le bandeau devant les yeux qui te permet de voir la mémoire de ton ancêtre, mais Ça respecte pas trop Pas du tout. le jeu Non. vidéo. Non, pas du tout. Marina, comme tu disais, toi, le film, ça va encore, hein, c'est ça? Oui, ça va encore, oui, c'est un bon film d'action. Ouais, c'est ça. On va dire Mais ça ça comme s'arrête là, quoi. Mais ça s'arrête là. Ouais, c'est un bon film comme on en voit beaucoup, un film d'action classique. Mhm. Mais voilà, sans plus. Et moi, il y a un élément qui fait que peut-être j'ai moins apprécié, c'est que, ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque de Assassin's Creed 2 et Brotherhood, je me baladais, j'étais petit, j'avais 12 ans, un truc du genre, j'étais vraiment petit. Et je me baladais sur le PlayStation Store parce que je pense que ça, on l'a tous fait. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas à quoi jouer, on se balade. Et en me baladant sur la page d'Assassin's Creed 2, je crois, je suis tombé sur deux courts-métrages. Si vous les avez vus, vous faites partie des rares personnes qui sont tombées dessus à l'époque sur le PlayStation Store, qui s'appelait Assassin's Creed Lineage. Et pour le coup, c'est 2 petits courts-métrages d'une petite vingtaine de minutes qui reprennent des pans de scénario d'Assassin's Creed 2. Je crois que c'est un préquel à Assassin's Creed 2, où on voit le père de Ezio qui manigance comme ça avec Lorenzo de Medici. Donc, et pour le coup, en fait, c'est Ubisoft qui produit ça. Il y a une énorme production derrière quand même. Et surtout, ils reprennent exactement les mêmes acteurs que dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que le père d'Ezio a exactement la même tête dans le film que dans le jeu. Pareil pour Lorenzo de Medici. Alors, tu as l'impression que ok, ils existent vraiment, et quand tu es petit, quand tu as 11-12 ans, tu es émerveillé, tu dis waouh, peut-être qu'un jour je vais les croiser. Après, si tu réfléchis 2 secondes, tu te dis c'était il y a 500 ans, donc il y a peu de chance. Mais non, quand tu es petit, tu es émerveillé par ça. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, je crois que Thomas, tu l'avais vu vite fait, hein, furtivement, ces reportages. Je l'ai vu vite fait, ouais. C'est court-métrage. C'est court-métrage, oui, c'est pas un reportage. C'est pas un reportage. Et oui, j'avais été très impressionné, et c'est là qu'on voit peut-être la différence entre une production créée par la société qui crée les jeux habituellement, Ubisoft, et une production hollywoodienne, c'est-à-dire que Hollywood, le jeu vidéo, on a un peu l'impression que ils s'en moquent en fait. Voilà, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est faire un film avec tous les carcans hollywoodiens habituels, tandis que Ubisoft avait vraiment l'intention de retransmettre l'âme de son jeu, mais dans un format cinéma, quoi. Et donc là, la différence est marquante et c'est un peu triste, quoi. Ouais. Et toi, Marina, tu les avais pas vus, c'est ça? Je les avais pas vus, je les avais vus passer furtivement, furtivement. mais encore plus furtivement que toi. Mais j'avais ce souvenir des costumes, en fait, tellement qu'ils étaient bien faits. Et tellement que tu parlais de l'âme, et oui, en effet, il y avait l'atmosphère qui était complètement différente de celle du film, et c'était pas du tout fait pour la même raison, mais les choses étaient vraiment bien faites, quoi. Oui, non, le respect du lore était vraiment nickel. En fait, il n'y avait aucun détail qui bifurquait de l'histoire du jeu. C'était vraiment l'histoire du jeu racontée en cinéma. D'ailleurs, je te le conseille, Roman, si jamais. Oui, je remporte la palme de la fugitivité, puisque je ne l'ai pas vu. Oui, tu n'as absolument rien vu, mais je te le conseille parce que niveau fidélité, c'est vraiment pas mal. Donc en 2016, quand le film sort, vous comprenez que j'étais déçu parce que je m'attendais à un truc dans le même style. Et surtout qu'il faut savoir qu'en 2016, pour ceux qui attendaient le film, Ubisoft sort la Ezio Collection, donc qui reprend l'Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation. Donc une trilogie en fait qui tourne autour d'Ezio, de tout le voyage d'Ezio, qui est quand même le personnage historique le plus marquant, je pense, de la licence Assassin's Creed. Ouais. C'est le seul d'ailleurs qui a eu plusieurs épisodes comme ça.
Et donc, ils sortent ça en 2016, ils annoncent ça pour 2016. Le film sort en 2016. Évidemment, nous, on fait le rapprochement. On se dit, OK, en 2016, on va avoir un film qui va reprendre à peu près au même endroit. On aura peut-être une intervention d'Ezio dans le film. Il y a peut-être un truc comme ça. Sauf que le premier trailer sort. On voit que c'est pas du tout ça. À partir de là, déjà, c'est compliqué. Et on se dit que il va pas y avoir de parallèle. Donc, je pense que ça aussi, ça a fait que le film a été mal reçu. Les gens s'attendaient vraiment à un truc qui respecte l'histoire parce que tout coïncidait. Alors qu'au final, pas du tout, quoi. C'est toujours la crainte qu'on a maintenant avec les adaptations. Ouais. Bah oui. On verra, je parlais de Dead Ici, Space tout à l'heure. T'as The Last of Us qui semble rattraper le truc, quoi. Ouais, The Last of Us, ça a l'air bien, il faudra qu'on regarde. Ouais. On sait jamais qu'il y a des énormes coquilles, qu'on s'en rende compte au fur et à mesure des épisodes. Pour le moment, il y a un seul épisode qui est sorti, je crois. Ou deux. Deux Deux maintenant, ouais. Deux sont sortis. Ouais. Mais faudra voir. Je parlais voir. de Dead Space, faudra voir si jamais un jour il y a une adaptation. Donc on a déjà tous été déçus par une adaptation d'un jeu au cinéma. En tout cas, merci Romane d'avoir regardé Assassin's Creed. Pour la prochaine émission, on restera un peu dans le même registre, étant donné que Florine, qui est en régie, on lui fait un coucou. Qui est en régie cette fois-ci. Florine, elle testera Assassin's Creed 2 dans la rubrique Learn to Play. Donc voilà, on restera un peu là-dedans. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi L2P. Donc rendez-vous le mois prochain pour rester dans l'univers d'Ubisoft et on verra comment Florine se débrouillera dans cet univers créé par Ubisoft Montréal. Merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de soirée. On se vendredi 27 janvier. Bon week-end à tous et salut, à la prochaine. Salut.